Aujourd'hui, on s'intéresse à une œuvre majeure du Moyen-Âge, le roman de Renard. C'est un recueil de contes qui nous présente l'un des anti-héros les plus malins et, on va le voir, les plus influents de toute la littérature. Alors, est-ce que c'est possible qu'un personnage de fiction, sorti tout droit d'une histoire, devienne tellement, mais tellement populaire qu'il finisse par donner son nom à toute une espèce animale? Ça paraît dingue, non? Eh bien, la réponse est au cœur même de l'histoire de Renard. Voilà comment on va explorer tout ça. D'abord, on va se plonger dans ce monde d'animaux. Ensuite, on verra l'art de la ruse de notre héros. Après, on s'arrêtera sur son procès. Oui, oui, un procès. Et pour finir, on découvrira comment ce renard a changé la langue française pour de bon. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre notre personnage, il faut d'abord planter le décor. Et quel décor! Tout commence avec un mythe de la création assez original. Alors, comment ce monde est-il né? C'est assez fascinant. Imaginez, Adam frappe la mer avec une baguette et hop, une brebis apparaît. Ève, juste à côté, se dit « Tiens, bonne idée, elle fait pareil, sauf que de son coup de baguette sort un loup. » Et bien sûr, que fait le loup? Il saute sur la brebis. Dès le départ, le ton est donné. D'un côté, les créatures d'Adam, les animaux dociles, de l'autre, celles d'Ève, les bêtes sauvages. Et au centre de ce monde, on a nos deux protagonistes, le conflit incarné. D'un côté, on a Renard, le goupil, qui représente la ruse, l'intelligence. Et de l'autre, son cher oncle, Ysengrin le loup. Lui, c'est la force brute, la violence. C'est le combat éternel, en quelque sorte, de la cervelle contre les biscottons. Justement, parlons-en de cette intelligence. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Eh bien, à travers l'art de la ruse, c'est vraiment la marque de fabrique de Renard. Prenons un de ses tours les plus connus. On est en plein hiver, tout est gelé. Ysengrin le loup, il a faim, très faim. Et là, Renard arrive, l'air de rien, et lui glisse à l'oreille « Mon oncle, c'est par là-bas qu'on trouve des anguilles, plein d'anguilles. » Il sait très bien sur quel corde jouer la gourmandise de son oncle. Et alors là, Renard lui explique sa méthode de pêche infaillible. C'est simple comme bonjour, écoutez bien. Tu prends un seau, tu l'attaches au bout de ta queue, tu le laisses tremper dans un trou dans la glace et t'attends tranquillement que les poissons rentrent dedans. Facile, non? Et Ysengrin, bien sûr, qui n'y voit que du feu, il s'exécute, il imagine déjà le festin. Sauf que, pendant que le pauvre Ysengrin attend et attend encore, l'eau du trou dans la glace, eh bien, elle regèle complètement. Résultat, sa queue est prise dans la glace, impossible de bouger. Et Renard, il le laisse là, planté au milieu de l'étang, sans le moindre scrupule. Ça vous donne une petite idée du personnage. Mais Renard ne s'attaque pas seulement à la bêtise ou à la force brute. Non, il adore aussi exploiter la vanité. Et sa prochaine victime, c'est Chanteclair, le coq. Un coq très très fier de lui. Il fait même un rêve prémonitoire où il se voit avec un manteau de fourrure rousse sur le dos. Un avertissement clair, non? Mais non, il est bien trop sûr de lui, persuadé que rien ne peut lui arriver. Et évidemment, Renard arrive et le couvre de flatteries. « Oh, Chanteclair, ton père chantait si bien, mais toi, pourrais-tu chanter encore mieux les yeux fermés ?» L'orgueil de Chanteclair est piqué. Il s'exécute et se fait attraper. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Renard s'enfuit avec le coq dans sa gueule, Chanteclair, malin lui aussi, lui dit « Tu devrais te moquer de ces fermiers qui te poursuivent. » Renard, lui aussi très orgueilleux, ne peut pas résister. Il ouvre la bouche pour les insulter et, hop, le coq s'envole. Comme quoi, l'arroseur arrosé, ça marche aussi pour les maîtres de la ruse. Et la conclusion, c'est Renard lui-même qui la donne, furieux contre lui-même. Maudite soit la bouche qui a la bonne idée de parler quand il faut se taire. Une leçon qu'il a apprise à ses dépens cette fois. Forcément, à force de multiplier les arnaques et les mauvais coups, ça finit par se savoir. Les plaintes s'accumulent et Renard est finalement convoqué au tribunal. Et pas n'importe lequel, la cour du roi noble, le lion en personne. Là, il va devoir répondre de ses actes. Et la liste des chefs d'accusation, elle est longue. Très longue. Il y a de tout. Le vol du jambon d'Ysengrin, la tromperie de l'ours Brine avec une histoire de miel, le meurtre des sœurs de Chanteclair, un autre coup où il a coincé Ysengrin dans un puits, et même l'agression de la femme d'Ysengrin, Hersente. Le dossier est lourd. Mais attention, au tribunal, Renard est sur son terrain de jeu. C'est là que son vrai talent s'exprime, le baratin. Il prend la parole et renverse complètement la situation. Il se plaint. Maintenant que je suis vieux, que mes forces m'abandonnent, ce n'est vraiment pas très généreux de m'attaquer en justice, de profiter de ma faiblesse. Le voilà qui se transforme en victime, en pauvre vieillard harcelé. Incroyable. Et ce procès, c'est aussi une critique géniale de la justice de l'époque. On a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, Brune l'ours, qui dit en gros
Isengrin est un baron, un personnage important, sa parole suffit, on doit le croire. Et de l'autre, Bossan le sanglier qui répond « Attendez une minute, on doit juger sur les faits, pas sur le statut social de la personne ». C'est une critique assez osée pour le Moyen-Âge, où la parole d'un noble valait souvent bien plus que celle d'un paysan. Mais en fin de compte, le plus grand tour de passe-passe de Renard, ce n'est aucune de ces histoires. Non, sa ruse la plus folle, la plus durable, c'est celle qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. Et ça, c'est son impact sur la langue elle-même. Alors regardons un peu comment ça s'est passé. C'est assez fou. Avant le XIIe siècle, en France, pour parler de cet animal, on disait un goupille. Simple. Mais voilà que les histoires du roman de Renard débarquent et connaissent un succès phénoménal, partout en Europe. Le personnage de Renard devient tellement célèbre, tellement synonyme de l'animal, que les gens se mettent à dire un renard pour parler d'un goupille. Au XIIIe siècle, c'est fait. Le nom du personnage a carrément remplacé le nom de l'animal. Et aujourd'hui, qui utilise encore le mot goupille? Pratiquement personne. On dit tous un renard. Donc, pour être clair, le mot renard qu'on utilise tous les jours, c'est à l'origine le prénom d'un personnage de livre. Ce personnage a littéralement effacé l'ancien mot du dictionnaire pour mettre son nom à la place. Alors, à la question qu'on se posait au début, est-ce qu'un personnage de fiction peut renommer une espèce? La réponse est un grand oui. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Finalement, qui est Renard? Un héros populaire qui nous montre que l'intelligence l'emporte toujours sur la force, ou juste un manipulateur sans morale, un escroc qui ne pense qu'à lui? C'est le grand débat, et près de 900 ans plus tard, il n'est toujours pas tranché.